Bienvenue à vous toutes dans ce J2. Bienvenue à toi, Odile. Merci pour ta présence. Merci d'avoir répondu, présente à mon invitation pour co-créer ce jour 2 sur les blessures invisibles maternelles. Merci à toi pour ton invitation. Moi, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de participer à ce sommet et puis d'apporter ce que je pourrais apporter aux mamans qui vont le regarder. Ah, avec joie. Moi, j'ai hâte qu'on rentre dans, ce sujet-là, avec ton approche, avec, éventuellement ton vécu, avec ce que tu vis au quotidien, que ce soit dans ta vie personnelle ou avec tes clientes. J'ai hâte de découvrir ton expertise autour de cette question. Mais déjà, dans un premier temps, la question classique. Odile, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Odile Rabier, j'ai 46 ans, je suis maman de deux grandes filles qui ont 21 et 18 ans. Donc la maternité, c'est loin pour moi, mais voilà, c'est pas juste une période de notre vie, la maternité, c'est jusqu'à la fin de notre vie, en fait, à partir du moment où on devient mère. Mais bon, on ira un petit peu plus en profondeur tout à l'heure dessus. Niveau métier, ben, je suis professionnelle de la relation d'aide depuis quasiment 5 ans maintenant, avec les étiquettes hypnothérapeute, sophrologue. Voilà, je précise étiquette. Parce que je suis porteuse de cette croyance qu'on accompagne d'abord à partir de qui nous sommes et que le reste ne sont que des outils d'accompagnement. Et avant cette nouvelle vie professionnelle, j'ai été professeure d'espagnol en lycée pendant 18 ans, donc dans l'accompagnement aussi, mais d'une autre façon. Super. Voilà pour la présentation. Si Merci. tu peux poser des questions, vas-y. Bah, en fait, la première question, c'est, justement, je t'ai invité sur ce J2 autour des blessures invisibles maternelles. Bah, toi, ça te fait penser à quoi directement ces mots-là? À quoi tu les Euh, associes? Là, ce qui me vient tout de suite, c'est ma maman, c'est la lignée maternelle, la lignée des femmes euh, du côté maternel. Et que j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, dans Ah! mon parcours, mais que les blessures de ma maman, d'avant ma conception, eh bien, je les ai bien récupérées. Donc, invisibles, mais surtout inconscientes, même s'il y a des choses que je sais, hein, bien sûr, de l'histoire de ma maman, de l'histoire de ma grand-mère, moins, parce que, ben, voilà, elle est décédée très jeune et c'était, enfin, voilà, on ne parlait pas autant que maintenant, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Mais certaines choses que j'ai découvertes en me faisant accompagner moi et des questions que je peux me poser aujourd'hui, des points d'interrogation, donc à des réponses que visiblement je n'aurai jamais, sauf si un jour, personnellement, je travaille dessus. Donc pour répondre à ta question, ce que ça m'évoque, les blessures invisibles maternelles, c'est que ça part du transgénérationnel et que nous, en tant que maman, on est déjà porteuse des blessures de nos mères et que au plus on en prend conscience et au plus on s'en occupe, au plus ça va libérer nos enfants. Et c'est ça qui est Exactement, ouais. beau. Et c'est ça qui est magique. Donc quand on le sait avant les premières grossesses, bah, c'est génial. Et quand on le sait après, bah, c'est génial aussi parce que tout le travail libérateur qu'on va faire va avoir un impact positif sur nos enfants, même s'ils sont tout petits et même s'ils sont grands, parce qu'il y a cette connexion avec nos enfants quand ils sont petits, où il suffit que nous, on aille mieux, où il suffit qu'on leur dise avec des mots très simples pour que eux, d'un seul coup, se trouvent libérés. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. Ah ouais, ça fait partie de la magie. Et justement, alors j'aurais 2 questions pour rebondir. On parle donc de, blessures invisibles, mais qui sont quand même en action parce que tu dis que toi, tu en as pris conscience là, il y a pas longtemps.
Donc à Mmh. la fois, elles sont invisibles et à la fois, en fait, pour que tu aies pu en prendre conscience, c'est qu'elles sont là. Donc on les voit pas, mais on peut aussi parfois, comme tu as dit, on peut le savoir, on peut connaître et ça a été mon cas aussi, on peut connaître l'histoire parce qu'on a entendu les histoires de famille, enfin, tu vois, des anecdotes et cetera. On peut le savoir avec la tête, mais un jour se rendre compte que: «Oh là, en fait, je porte aussi ça, cette mémoire-là», tu vois? Il y a entre savoir et ressentir. Donc tu vois, c'est Exactement. invisible, mais en même temps, c'est présent. Comment t'expliques ça? Et surtout, ma deuxième question, mais je te la reposerai, hein, si besoin, comment elles se transmettent ces blessures, en fait? Alors, heu, pour alors moi, ce que je mets derrière blessure invisible, alors ça, tu vois, c'est une blessure visible, Oui. la cicatrice que j'ai là. Sur le corps, en fait, à partir du moment où on est blessé, il va y avoir une trace visible. Visible aux yeux de tous et visible à nos yeux, à nous. Notre corps physique nous parle, on a des douleurs, on a des bleus, des cicatrices, des choses comme ça. Et pour moi, ça, ce sont des blessures visibles. OK? Et tout ce qui concerne le psychisme, l'émotionnel, ben, c'est pas visible. À l'œil nu, en tout cas, ce n'est pas visible. Parfois, on va ressentir des trucs dans notre corps, tu vois, on va se voir peut-être pleurer, réagir de colère, avoir des comportements, se ruer sur le frigo et manger tout ce qui passe, la tablette de chocolat ou autre, allumer des clopes, faire du sport à outrance. Et ces comportements-là, ces réactions sont les conséquences de blessures émotionnelles dont on se rappelle ou pas. La plupart du temps, alors, bah, il y en a, oui, je vais rester sur dont on se rappelle ou pas, parce qu'il y a des choses qu'on sait de notre histoire personnelle, il y a des choses qu'on sait de l'histoire de notre famille, des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne sait plus, parce que notre inconscient est venu mettre ça sous le tapis pour nous protéger. Et si tu veux, ces blessures invisibles sont visibles dans notre quotidien de par euh, comment nous nous sentons et comment nous réagissons envers nous-mêmes, parce que quand je parle de comportements tels qu'aller vider le placard, fumer à outrance, faire du sport à outrance, ben, c'est de l'auto-maltraitance. Désolée pour le terme, mais voilà, quand on fait ça, on se manque de respect, on se maltraite littéralement, et c'est la conséquence visible de blessures émotionnelles euh, inconnues, invisibles, ou en tout cas dont on n'a pas pris soin à l'instant T. Et quand elles ne nous appartiennent pas, qui ont été transmises bien involontairement par les personnes de notre famille qui en sont porteuses. Alors, quand ça vient de maman, eh bien, il faut savoir que quand on est dans le ventre de maman, on est en Wi-Fi avec maman et tout ce qu'elle va vivre à l'extérieur d'elle va avoir un impact émotionnel. Donc, elle va vivre une émotion à l'intérieur et le bébé ressent tout, vit tout. Mais ça, c'est physiologique en fait. Voilà, et on fait bien comme on peut. Et puis, il y a les blessures émotionnelles dont elle est porteuse. Et il faut savoir qu'une émotion, certes, c'est une manifestation en fait comportementale, des larmes, des rires, enfin voilà, mais ça a surtout une empreinte corporelle. Une émotion, on la vit dans notre corps, on la ressent, elle a une localisation dans notre corps, ce qui prouve bien qu'elle est corporelle. Elle est inscrite dans des tissus de notre corps, donc dans des cellules de notre corps. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Et donc, pendant la grossesse, euh, on récupère une partie de ça. C'est assez inexplicable parce que tout ça, c'est invisible, c'est impalpable. Je veux dire, on peut faire un IRM des organes, des tissus du corps, mais aller faire un IRM de l'inconscient, des pour détecter les blessures émotionnelles, c'est impossible. Donc, ça fait partie de ce truc irrationnel, inexplicable, qui se transmet. Alors certains vont avancer des théories. Moi, j'avance pas de théorie là-dessus parce que bah j'en sais rien en fait. Tout ce que je sais, c'est que bah, on le récupère à un moment donné dans les fratries, certains plus que d'autres.
et que on s'identifie comme ça, ou on récupère comme ça à enfin, la blessure de notre mère, mais aussi d'autres personnes de la famille. Euh, Moi, enfin, petite, vers 4 ans, je me suis identifiée à mon grand-père maternel au moment de son décès. Et j'ai récupéré comme ça des choses, en fait. Donc, alors que j'étais pas là, enfin, alors que enfin, voilà, mais je savais ce qui s'était passé, l'impact émotionnel de ma mère, l'impact émotionnel de ma famille, enfin, j'ai tout récupéré. Et à partir de là, j'ai mis en place des comportements, enfin, voilà. Et même avant, j'avais déjà commencé à les mettre en place. Donc, euh, ça fait partie des mémoires cellulaires et ça se manifeste bah, au fur et à mesure de notre croissance, au fur et à mesure de notre développement, par des attitudes, par des comportements. Puis un jour, on va se dire, mais j'en ai marre de faire ça, mais pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans mon cas personnel, ben, j'ai commencé à me faire accompagner, à démarrer différentes formes de thérapie. euh, donc en hypnose, en décodage biologique, en fait dans les matières dans lesquelles je me suis formée par la suite. Et c'est en faisant ce travail, donc où on est toujours en lien avec l'inconscient, que j'ai mis en lumière des éléments familiaux que je connaissais. Il y a eu aucune révélation, Mmh. mais qui m'ont permis de faire des liens et de m'apporter de la compréhension et de la connaissance de moi, donc une possibilité d'amélioration. Et ce travail-là, d'accompagnement, de quête de soi, d'exploration, tu l'as fait quand tu es devenue maman ou tu l'avais déjà fait avant? Parce que souvent, la maternité nous met en route vers nous-mêmes finalement. Alors non, moi, c'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Oui, Vraiment, donc tu étais déjà maman, c'est ça? Et j'étais tes filles déjà étaient maman, ouais, ouais, moi, ça s'est plutôt passé bah, pendant l'adolescence de mes filles. On d'accord. va dire que quand je suis devenue maman, euh, j'étais pas mon centre, en fait. Mmh. Euh, et que, comment dire? Quand je suis devenue maman, j'étais beaucoup seule parce que le père de mes filles, enfin, je suis divorcée aujourd'hui, le père de mes filles était militaire dans la marine nationale et bah, de par son métier, en fait, voilà, je passais à peu près allez, 5 à 6 mois par an seule. Donc, partie de grossesse seule, Mmh. après naissance seule aussi. Donc, d'ailleurs, ma fille aînée a dit maman avant de dire papa. Voilà. Et j'étais plutôt focus sur le fait d'assurer, d'être Comme la on te maman, comprend. euh, Il y en a bah, tellement. de compenser, d'assurer, de montrer que j'étais capable, que j'étais solide, que j'étais fiable, que tout ça en fait. Et donc il y avait ça, et puis il y avait le boulot. Moi, à l'époque, pouf, c'était un concept que je ne connaissais pas. Je comprends. Et en même temps, voilà, je leur ai dit aussi à mes filles que je leur ai laissé beaucoup d'autonomie très tôt parce que ben, mon échappatoire, du coup, c'était mon travail. Bien sûr. Pour souffler, je travaillais. Ouais, ouais, oh bah, c'est une logique qu'on a aussi beaucoup, hein et puis parfois aussi de travailler enfin moi je fais un lien du coup avec la dépression du postpartum ou les difficultés maternelles, parfois de retourner au travail même si on est épuisé, fatigué, ça nous permet aussi de revenir au concret, au réel, Ouais, d'avoir une forme de place aussi. On se dit: «Celle-là, elle a pas bougé, cette place-là», parce c'est qu'il ça. y a tellement de choses qui se passent dans la matrescence, dans l'effondrement identitaire, la reconstruction, enfin donc là, des fois, oui, bah, bien sûr, ça peut être un pilier qui nous tient un peu la tête hors de l'eau et moi j'ai Ouais. une question, un peu curieuse, mais est-ce que justement, dans cette solitude de maman que tu as vécue, tu as fait des liens, dans ta lignée ou pas? Est-ce qu'il y a eu des mamans dans ta lignée qui ont été seules, qui alors soit parce que le mari était décédé parce que, bah, nos ancêtres ont connu la guerre ou des maladies et cetera, ou des accidents, ou alors simplement parce qu'il y a eu des séparations. Est-ce que tu as fait ce lien-là ou pas toi? Alors, je m'étais pas posé la question. Donc, au moment où tu la poses, en même temps, je réfléchis. Alors, il y a les générations antérieures font que bah, il y avait une forme de solitude. Mmh.
alors, je sais plus trop quand est-ce que ça s'est produit. J'ai une de mes arrière-grand-mères, son mari est décédé. Ouais, non, les enfants, ils étaient grands quand même, puisque ma mère, elle était née. Donc, euh, mais de par les guerres, tu Mmh. vois. Ces choses-là, oui, il y a des femmes de ma famille qui se sont retrouvées ponctuellement seules ou dans une présence physique du père, mais bah, dans l'application des hommes telle qu'elle était au début du XXe siècle, en fait, ou dans les années 40, 50, quoi. Mmh. Donc, voilà, c'est la réponse que je te fais là maintenant. C'est ce qui me vient là tout de suite C'est très maintenant, bien. n'ayant pas du tout réfléchi à cette Non, mais c'est thématique. c'était pas non plus une question piège, mais c'est parce que tu vois, en fait, moi j'adore ça quand Bah j'accompagne, ouais, ouais, mais tu fais mes clientes, et puis c'est ce que je fais, en fait, c'est ce que j'ai beaucoup fait pour moi et je continue. En fait, quand c'est ça qui rend aussi, la difficulté ou l'expérience curieuse et peut-être plus joyeuse. Pas forcément dans les conséquences qu'on est en train de vivre, mais de faire des liens, de se dire: «OK», et ça nous ramène aussi, bah, à notre arbre généalogique, ça nous ramène à une forme de sens aussi plus grand que soi. Ça veut pas dire que ça nous permet de nous déresponsabiliser, au contraire, parce que moi c'est très important pour moi cette question de la responsabilité. Mais simplement, alors, ça veut pas dire: «Bon, bah, moi je vis ça parce que du coup il y a eu ça avant et pauvre de moi», pas du tout. Mais tu vois, ça fait du bien de dire: «Ah oui, tiens, il y a un truc qui se réveille», enfin de voir la magie aussi, opérer à travers peut-être ce qu'on ouais, vit, et des fois ça soulage. Alors, il y a 2 étapes. Moi, ça me met beaucoup en joie quand je comprends les choses avec mon mental. Je Ça me procure beaucoup de joie, mais après j'aime aussi, alors ça a été un peu plus long et difficile, mais après j'aime beaucoup le ressentir et le libérer. Tu vois? Passer par le corps, ça tu vas pas dire le contraire aussi, c'est ton truc. Et avant ouais, de te redonner la ouais. parole, je voulais juste partager un truc. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression que moi j'avais lu dans un bouquin, qu'on disait que d'accoucher, c'était à la fois traverser donc son arbre généalogique, mais aussi gynécologique. Alors, ça me fait faire le lien sur le fait que l'utérus, c'est la place. Enfin, c'est le nid, en fait. C'est le foyer, tu vois. Et notre utérus, l'utérus de notre mère, l'utérus de notre grand-mère, est porteur de ses mémoires maternelles et est porteur de tous les enfants, à terme ou pas, Mmh. qui y sont passés. Euh, Ce qui veut dire que enfin, dans cette phase de développement, dans l'utérus de maman, on récupère non seulement la mémoire de l'utérus de maman, donc tout ce qu'il a vécu, on va traverser le vagin, donc on récupère aussi les mémoires du vagin. Sauf par césarienne du coup, et des fois on peut faire des liens justement par ça Oui, aussi. exactement. Et oui, par conséquent, euh, cette phase-là euh, nous permet de déclencher une nouvelle étape de notre identité. En tant que femme, hein, la maternité, cette période, à partir du moment où il y a un enfant qui est là, eh bien, on se reconnecte à ses mémoires maternelles. Et puis, bah, l'enfant qui va se développer dans l'utérus récupère les mémoires pareil, maternelles, beaucoup plus que paternelles. Euh, pour la petite histoire. Et du coup, je fais aussi le lien avec ta question précédente. Moi, c'est pas la solitude que j'ai. Enfin, ça me parle pas, tu vois. Par contre, ce qui me parle, c'est des mémoires d'enfants avortés, d'enfants morts dans le ventre ou après la naissance. Et moi, je suis davantage connectée à ça. D'accord. Déjà dans ma place dans la fratrie, puisque je suis la troisième de ma fratrie, donc j'ai récupéré les mémoires de mes deux sœurs. Ok.
Et en plus, ma sœur cadette est décédée quand elle avait 12 jours. Mmh. Donc ma place dans la fratrie est porteuse de ça, même si pour les parents, je ne suis pas cet enfant de réparation, parce que voilà, pour plein de choses. Mais par conséquent, inconsciemment, Mmh. j'ai développé ça. J'ai développé cette attitude et ce comportement en récupérant également ben, toute la douleur de ma mère, en fait. Et dans la famille, alors il y a des choses que je sais, des choses que je sais moins, mais voilà, m- ma mère n'est pas la seule à avoir perdu des enfants. Donc, et quand je dis ça, donc je parle à la fois de fausses couches, d'avortements et bah, d'enfants De décès. décédés, Mmh. voilà. Et ça laisse des traces, forcément, invisibles, forcément. Euh, et moi, j'en suis porteuse. Donc, le job que j'ai fait tardivement, hein, parce que j'ai vraiment commencé ce travail-là sur moi, mais très bien. J'avais 30 ouais, j'avais 40 ans, en fait. Voilà. J'ai commencé ce job-là tardivement, avec les prises de conscience qui vont avec les libérations qui vont avec. Et ben, j'ai déjà pu constater comment ça a pu libérer mes filles, parce que j'ai deux filles. Et je verrai comment ça va évoluer, en fait. Bah, en fait, j'avais une question et tu y as répondu, mais c'était est-ce qu'on peut porter dans notre maternité justement des histoires mal digérées ou des secrets de famille, ben, de notre lignée en fait et que ça se manifeste dans la maternité? Ben, disons que dès que la maternité se manifeste, je te dis, enfin oui, bien sûr, j'en ai pas pris conscience sur moi parce qu'à cette époque-là, je m'interrogeais pas en fait. Donc j'ai pas questionné, j'ai pas cherché. Mais par contre, je le vois dans certaines femmes que j'accompagne, qui au moment que j'accompagne après grossesse, c'est rare que je fasse des accompagnements pendant les grossesses parce que c'est pas du tout le moment de faire une Mmh. thérapie, mais peut-être qu'on en reviendra après, on viendra là-dessus après, où en fait, il y a un switch qui se passe pendant la maternité, pendant la grossesse, un changement identitaire presque, Ah oui, un oui. revirement psychique. Donc oui, il y a une transformation et c'est là où, alors que certaines s'étaient jurées, mais jamais je ferai ça, ma mère, c'est pas possible, elle se voit faire la même chose, quoi. Donc il y a un truc à partir du moment où on prend où on a ce rôle qui s'ajoute parce qu'on reste femme, on reste fille, on reste amie, on reste sœur, on reste professionnel de je ne sais quoi. Et c'est un nouveau rôle qui s'ajoute. Mais ce rôle-là, comme lorsqu'on est enceinte, notre corps, euh, en fait, pendant la grossesse, il se passe ce truc inexplicable, c'est que le corps et le cerveau, tout se concentre sur le développement du bébé. Au niveau identitaire, au niveau physiologique, les anticorps, etc., tout est dirigé vers le développement du bébé. Et la mère n'existe plus, la femme n'existe plus, la personne n'existe plus, il n'y a que l'enfant. Donc en fait, au niveau identité, il y a une fusion identitaire qui fait que, ouais, à l'accouchement, il se passe un truc, l'enfant sort, le cordon est coupé physiquement, il peut y avoir cette sensation de vide à l'intérieur parce que perte d'identité puisqu'il y a eu une fusion identitaire. Oui, parce qu'on redevient 2, mais sauf que nous, on redevient pas vraiment comme avant, c'est pas on recommence pas du début, quoi. Et en fait, on peut jamais redevenir comme avant. Quoi qu'il se passe dans notre vie, on peut jamais redevenir la personne qu'on a été. On est juste, nous, enrichis de ce temps qui passe. Donc ouais, il se passe ce truc pendant la grossesse qui, à mon sens, peut beaucoup expliquer les dépressions postpartum aussi, même si je pense qu'il y a d'autres facteurs.
cette fusion identitaire, en fait, et donc dont le bébé est porteur, forcément. Bien sûr et C'est dans les deux justement, sens. j'allais faire ce lien, donc à la fois, ben, par simplement le développement du fœtus et comme tu viens de nous l'expliquer, si clairement et merci, eh bien, on voit à quel point ça touche l'identité profonde, nos bases, la psyché et du coup, effectivement, ça peut ouvrir les portes sur, soit une dépression du postpartum, soit des difficultés maternelles, c'est-à-dire, ben, voilà, qui je suis, où je vais, un manque de repères, sans forcément aller jusqu'à la dépression, mais ça vient vraiment bousculer, ouais, l'humain, l'humaine qu'on croyait être, en tout cas la femme qu'on croyait être et la maman qu'on pensait devenir et justement, est-ce que aussi ces blessures invisibles maternelles, donc peu importe, la forme, mais est-ce qu'elles peuvent avoir un justement un impact aussi sur la santé mentale des mères? Oui, bien sûr, parce que en fait, là, pendant que je t'écoutais, ce qui m'est venu, c'est que comme il y a cette fusion identitaire qui s'achève en fait au moment de l'accouchement, il y a une perte d'identité. Qui dit perte d'identité dit deuil. J'allais faire le même lien. C'est un deuil identitaire. Et un deuil identitaire provoque un effondrement. Qui je suis, en fait, à partir du moment où on ne sait plus qui on est, il y a une perte de repère totale, une instabilité totale, un déséquilibre total, un effondrement. Et c'est le processus de deuil, et c'est pour ça qu'il y a dépression. Parce qu'il y a un deuil. Donc, il y a les étapes du deuil à respecter. Et alors, ça peut sembler paradoxal parce que c'est une joie, une naissance. Enfin, c'est censé être une joie, une naissance, selon la société, selon les codes. Voilà, c'est le plus beau jour de la vie, en numéro 2 ou en numéro un parce que le mariage, c'est... enfin, bon, bref, voilà. Il y a tous ces codes sociétaux qu'on va imposer à la femme. Mais en fait, au moment de l'accouchement, certes, la femme donne vie et c'est magique, en fait. Mais il y a une un deuil identitaire. Il y a l'identité avant la conception, il y a cette fusion qui s'est passée pendant la grossesse, et là, en fait, il y a plus rien, en fait. On n'est plus celle d'avant, c'est impossible, parce que maintenant, bah, il y a un mini-nous qui est là, il y a un petit être humain dont parfois on ne sait même pas quoi faire, en fait, on sait pas comment faire parce qu'on n'a pas appris, puis en plus, ce truc-là, il n'est pas livré avec son mode d'emploi, donc on fait bien comme on peut. Donc il peut y avoir des sentiments de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, ça veut dire que je suis nulle, que je suis ceci, que je suis cela. Qui dit je suis dit identité, définition identitaire. Et donc tout ça tourne autour de l'identité de la femme. Il y a un deuil à faire et une reconstruction identitaire à faire. Et pour Exactement moi, ça, c'est ce qui explique le plus le processus de dépression du postpartum. et puis, tout ce on réalise tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, donc justement la dépression, c'est vraiment l'opposé de l'expression, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer finalement dans qui on était profondément. Il y a ça aussi qui nous revient beaucoup en tête parce qu'on a envie que notre enfant, il se sente libre d'être comme il est, qu'on a envie qu'il sente qu'on l'aime inconditionnellement et cetera et puis il y a ce retour à soi en disant: «Mais attends, mais moi, je me suis pas senti aimé inconditionnellement, moi j'ai répondu à tel truc», tu vois? Et se dire: Ouais. «Mais» et un peu comme une bah, la matrescence, c'est ça la matrescence, hein, c'est, la on rassemble c'est la contraction entre maternité et adolescence et c'est vraiment ça l'adolescence, tu vois? On rejoue les cartes sur la table, on rend ce qui ne nous appartient pas et puis on veut vraiment exprimer, tu vois, qui on est et cetera, mais avec beaucoup de, «L'extérieur je m'en fous, il y a que ma vérité». Bon là, il faut que ce soit un peu plus mesuré et modéré parce qu'on se dit: «Attends, il y a moi et finalement il y a aussi mon enfant» et comme on a envie d'être enfin, peut-être pas la majorité, mais enfin si, la majorité je pense, peut-être pas toutes les mamans, mais la majorité, on a envie d'être quand même le plus juste possible, surtout avec cet éveil de conscience qu'on a, avec tous les outils qu'on a à disposition, justement tous ces tabous qui sont en train de sauter, on s'autorise à remettre en question beaucoup de choses et donc nous, on se dit: «Attends», on s'autorise de plus en plus à remettre en question l'éducation qu'on a reçue, la place et cetera et donc l'identité qu'on s'est créée et c'est très dur aussi de Oui, se rendre compte à quel point on s'est muselé et que dont on est aussi encore muselé dans la maternité, comme tu disais très justement, avec tous ces diktats, ces conditionnements, ces trucs qu'on nous vend, toutes ces belles cases dans lesquelles on doit rentrer. Et là, c'est dire: «Attends, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie si je reviens à moi, que je n'écoute entre guillemets «que moi», ce qui me paraît juste,
si je reviens à mon intuition, est-ce que je vais vraiment être une bonne maman? Parce qu'on est tellement habitué à être, tu vois, drivé par des bouquins ou des conseils ou des choses, on n'ose pas trop revenir finalement dans cet espace de soi et de l'être qu'on est, tu vois? Alors que notre enfant, on le ressent avec notre intuition, on sait ce qui est bon pour lui ou même peut-être pour nous parfois aussi, il y a quand même, donc c'est oui, c'est compliqué tout ça, donc la dépression effectivement, ça vient mettre en lumière tout ça. Ouais, tout à fait. Et puis, là, il y a plusieurs choses qui m'ont traversée pendant que tu parlais. Euh, le niveau d'estime de nous qu'on a, le niveau d'amour qu'on a de nous et de notre confiance à passer à l'action, à agir, va aussi avoir une influence sur cette capacité à revenir à soi et à se dire, bah, je sais ce qui est bon pour mon enfant. Donc en fait, la vision qu'on a de nous, la relation qu'on a avec nous individuellement, détermine et conditionne la façon dont on va agir avec notre enfant. Donc c'est essentiel de revenir à soi, de prendre soin de soi, de se replacer au centre de sa vie. C'est essentiel pour le développement de notre enfant. Et contrairement à tout ce qu'on peut nous dire, non, ce n'est pas être égoïste, c'est être juste bienveillant envers soi et donner un modèle sain à notre enfant. Parce que c'est sain de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de ne pas être dans la fusion. C'est extrêmement sain. Et la deuxième chose qui m'est venue, c'est que par rapport à ce que tu disais au départ, forcément, on a un projet pour notre enfant, qui est conscient ou inconscient, même chose, qui est là avant la conception. Et au moment de la conception, bah, il y a un mélange du projet du père et un mélange du projet de la mère, qui est là Oui. sur l'enfant. Lui, il n'a rien demandé, hein. Il est, il- voilà, au moment de cette création de la première cellule, il y a le projet inconscient de la mère, il y a le projet inconscient du père qui est boum, bam, direct déchargé, en fait. Et parfois, on peut vouloir des belles choses, mais ça correspond pas du tout à l'essence de notre enfant. Exact. Et pour faire un parallèle, pour donner un exemple concret, alors bon, ça pour le coup, c'est un exemple que je trouve plutôt sympa, mais parce que j'en ai pas de pain sapin qui me dit ça. C'est que moi, tu vois, j'ai toujours rêvé de liberté, de bouger, de voyager, et je me le suis interdit. Je me suis empêchée quand j'ai rencontré le père de mes filles. Euh, et, euh, et je voulais absolument, enfin, quand mon premier enfant, je voulais absolument que ce soit une fille, parce que je savais que je voulais plusieurs enfants, mais je préférais avoir deux filles que deux garçons. Donc au moins, si j'en avais une, c'était bon. Mais c'était fort, c'était vraiment, c'était tripal, tu vois. Ouais, C'était, ouais. il fallait que j'ai une fille en premier. Bon, finalement, j'en ai eu deux, donc c'est parfait. Et, euh, Et quand j'étais enceinte de Manon, je savais que Manon, en fait, ce serait quelqu'un d'autonome, de libre, qui aimerait le voyage. Et c'est le cas, en fait. Enfin, tu vois, c'est le cas. Euh, elle est toujours en mouvement, elle rêve d'étranger et je sais enfin, elle va le réussir, mais c'est son projet à elle. C'est-à-dire que ça vient de moi, quelque part, tu vois, mais elle l'a développé positivement. En tout cas, pour l'instant, elle le développe de façon positive et saine. Et, euh, et nos enfants, en fait, euh, sont aussi là pour nous montrer que c'est possible Mmh. Oh oui. d'agir, de passer à l'action. Et souvent, c'est eux qui nous enseignent. Mmh. Et donc, elle avait 14 ans. Cette scène est inscrite en moi, mais voilà, jusqu'au dernier jour de ma vie, elle sera là.
Puis elle me regarde et me dit, maman, j'ai 14 ans. Oui, t'as 14 ans. Dans 4 ans, j'ai 18 ans. Jusque-là, on est d'accord. Je vais passer mon bac et donc j'aurai mon bac. Oui. Et elle me dit, tu sais que je vais partir. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, je le sais que depuis que tu es dans mon ventre, hein, donc je sais que tu vas partir. Puis là, elle me regarde et puis elle me dit, maman, je vais pas être la première à quitter la maison quand même. Voilà. Ouais. Donc en fait, elle avait conscience de trucs, Mmh. j'avais conscience de trucs, Mmh. mais elle était là pour me donner une claque en pleine tronche, quoi. Pour t'initier, ouais, pour ouvrir la porte aussi, la Tu voie. vois? Mmh. Et, et ça, pour moi, ça fait partie de cette thématique. Parce que j'étais porteuse de cette blessure, de cet enfermement, de ce manque de liberté, et j'en parlais pas en fait, et je faisais en sorte que ça ne se voit pas. D'ailleurs, il y a plein de personnes, enfin je disais rien, il y a plein de personnes qui ont découvert au moment où j'ai pris la décision de partir, de divorcer, de machin, certaines personnes qui n'ont pas compris parce que voilà, pour eux, enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ma fille a tout capté. Puis c'est presque une autorisation aussi peut-être inconsciente qu'elle t'a donnée. Souvent, je sais que les femmes, n'osent pas partir ou quitter, leur mari ou le papa par peur de déséquilibrer finalement, la famille ou même les enfants et puis finalement, c'est les enfants qui disent: «Mais non, mais moi je préfère, pouvoir séparer et être heureux». Enfin des fois et peut-être qu'inconsciemment ça a été cette autorisation en disant: «Mais, Ouais, peut-être. Mais en tout cas, enfin bon, moi, c'était pas la peur de déséquilibrer parce que j'étais la première à dire quand ça va pas, on mmh s'en va au divorce. Mais j'étais dans une autre démarche en fait, mh. qui fait que quand elle m'a dit ça, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, à ouvrir les yeux sur moi, et à faire le cheminement. Mais c'est venu d'elle, enfin c'est venu d'elle. C'est une co-création quoi. C'est toi dans tes énergies, dans ce que tu vivais, puis elle dans ce qu'elle en a senti». Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, si ça m'avait pas fait écho, Oui, oui. n'aurais pas agi. Tu vois, j'ai pas fait ce que ma fille attendait de moi. C'est Mmh. pas ça. Mais c'est passé un truc, tu vois, qui dans le lien et qui était là, qui était finalement là depuis sa conception en fait, qui était là avant elle. Si je regarde mon histoire de façon très objective, voilà, elle est porteuse de cette blessure où je me suis interdit, mais j'ai tellement souhaité pour elle, et du coup, elle avec un S, parce que pour mes deux filles, qu'elle fasse mieux que moi, qu'elle soit libre de leur choix avec cette conscience d'elle-même et cet élan que, que ça se met en place en fait. Et c'est ça qui est chouette. Donc, euh, ce qui ressort souvent, c'est que dans ce projet qu'on a pour nos enfants, ben, il y a du positif. Il y a du... Rien n'est négatif, hein, mais tu vois, il y a de l'insatisfaisant, du désagréable. Et ce que je vais travailler quand c'est comme ça en accompagnement, quand je travaille sur ce projet-là, c'est une autorisation de rendre à papa, de rendre à maman ce ce qui ne correspond pas. Et ça, on peut le faire. Et ça, c'est Et magique. et Et ça, c'est justement, c'est ce révélateur. que et bah, oui et c'est ce que je te demandais, comment on libère, ces mémoires, bon, déjà, je pense qu'il faut en avoir conscience, comme tu disais au tout début. Pas C'est pas forcément, non? pas Non? forcément, parce que, tu vois, moi, dans les personnes que j'accompagne, bah, les personnes, elles viennent avec ce qui est visible pour elles, Oui. ce qu'elles voient. Donc, la partie visible de l'iceberg, donc la partie Mmh. consciente. Moi, je travaille avec l'inconscient, donc la partie invisible. Et donc, bien sûr, il y a des choses que ces personnes savent de l'histoire, mais elles n'ont pas forcément conscience de comment elles l'ont intégré, de l'impact que ça a sur elles et sur leur vie. Mmh. Et dans cet exercice, hein, où on travaille sur le projet, il y a des choses qui sortent, mais qui sont sorties de nulle part, en fait.
Et bah, c'est tout un travail où la personne finalement choisit ce qu'elle garde ou pas. Et dans l'intégration, eh bien, enfin, le temps, en fait, permet de voir comment ça se met en place dans le concret de la vie. Parce que bah, la vie, c'est ici maintenant, hein. C'est pas, c'est pas là-haut, c'est ici maintenant. Donc, en fait, quand il y a des libérations comme ça ou des réorganisations, j'aime bien ce terme, euh, l'impact, il se voit quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, en fonction de ce qui se présente dans la vie, tout simplement. Donc ça va être des capacités à décider quelque chose de nouveau, ça va être une nouvelle relation plus apaisée avec le parent, ça se matérialise dans quelque chose, mais que ni moi ni la personne ne peut prédire. Eh oui. Et quels sont, enfin, je sais pas si tu en as en tête ou pas, mais justement les problématiques ou les questionnements ou, que avec lesquels, tes clientes et peut-être clients, mais là on est sur les mamans, viennent à toi? La plupart du temps, c'est une relation déséquilibrée avec soi. C'est-à-dire que mésestime, dévalorisation, manque de confiance, alors qui va se manifester par je suis en surpoids, j'arrive pas à perdre, il y a quelque chose qui bloque, qui va se manifester par je m'énerve pour un rien, j'ai une agressivité, ou je culpabilise de pas prendre assez de temps avec mon enfant ou j'ai un état, là, je me sens pas bien, un mal-être, un état dépressif. Ça, ça, ça va être essentiellement des choses comme ça. D'accord. Et concrètement, tu les accompagnes donc du coup avec, quoi ou comment? Je rigole parce que, euh, en fait, les techniques, les outils que je vais utiliser, c'est l'état hypnotique, Mmh. un état naturel en fait qui se met en place parfaitement naturellement, hein, pas de pendule, pas de grands trucs, voilà. Il faut savoir que tous les êtres humains se mettent tout seuls en état d'hypnose, hein, il y a besoin de personne. Quand on est dans la voiture puis que d'un seul coup on se dit oh là je suis déjà arrivée là mais les Comment virages, je fais? eh ben, c'est le moment où on sort de l'état hypnotique, hein. Donc en fait il y a aucun professionnel à côté et moi je travaille uniquement comme ça. Donc cet état de base, et puis une connexion en fait à ce qui se passe dans le corps quand la personne va raconter ce qui est là. Donc en fait, l'émotion qui va se mettre en place, la sensation qui est là, les sentiments, les je me dis, je me sens, tout ça. Ça, pour moi, ce sont les éléments qui vont permettre d'ouvrir les portes de l'inconscient et de partir en exploration au moment qui a programmé finalement cet état, ce qui est limitant. Et on vient comme ça bah, mettre en lumière des blessures émotionnelles inconscientes et faire ce qu'il y a à faire en fonction de la personne. Donc sur un état hypnotique, on part en exploration. Je suis en conversationnel quasiment tout le temps avec la personne parce que ça permet de savoir ce qu'elle vit à l'intérieur, Mmh. même si enfin, je peux pas savoir ce qu'une personne vit à l'intérieur. Je peux imaginer, mais auquel cas, c'est moi qui projette quelque chose. Et ça, pour moi, c'est pas OK. J'ai besoin de savoir ce que la personne vit précisément, parce que sinon, j'y mets de moi. Donc, non. Et donc, on vient comme ça, ensemble, mettre en lumière bah, cette blessure invisible ou ces blessures invisibles, hein, parce que soyons honnêtes, s'il y en avait qu'une, ça se saurait et ça serait facile. Et puis bah, là-dessus, je peux venir utiliser des techniques issues de la sophrologie aussi, donc de respiration, de visualisation, des techniques issues de la PNL pour faire des ancrages aussi, de choses agréables, des ressources, des capacités. Enfin, il y a tout un travail qui permet finalement une reconnexion à soi. Et puis après,
voilà, ça se met en place au fil du temps qui passe. Ouais et puis il y a une la reconnexion à soi, on peut faire le lien justement puisque c'est ce qui nous réunit pour ce sommet à l'empuissancement en fait. On retrouve Bien sûr. notre puissance intérieure dans le sens où, ben, on se redonne de la place, de l'espace, de l'écoute, du temps aussi, Tout à de la fait. considération et puis de Oui. l'amour, petit à petit, même si c'est pas toujours évident, mais c'est quand même un acte d'amour que de se dire: «Attends, là ça va pas et je vais arrêter», comme tu disais au tout début de l'interview, ben, je vais arrêter de me maltraiter en, mangeant tout et n'importe quoi ou en ayant des actions qui finalement me procurent pas une relation saine ou agréable ou des émotions confortables, enfin et ça, c'est un grand pas, c'est vraiment une Oui. déconstruction parfois qui peut prendre plusieurs années. Enfin moi j'ai vu des choses, hein, chez moi qui là-dedans, j'étais pas d'accord avec, j'étais bien d'accord que c'était pas OK, mais dans le corps, dans le cœur, dans ce réflexe de protection, parce que clairement, Oui. il y a aussi ça, hein, on se protège de quelque chose. On agit, c'est pas forcément pour notre bien, mais bon, pour l'instant, on peut pas faire mieux et ça nous protège de ce dont on a peur ou de ce qu'on a vécu. Bon et on se Bah, dit: «Non mais attends, là, c'est quand même beaucoup plus lumineux, mais il faut du temps avec la notre il faut, il carcasse». faut- ouais, il faut savoir que le job de notre inconscient, c'est de nous maintenir en vie à l'instant Protéger, présent. Donc, c'est exactement. orienté sécurité et protection. Et c'est son job. Et notre inconscient, c'est 80 à 90% de nous, hein. Voilà, il y a personne qui est vraiment tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Donc, en fait, c'est notre inconscient qui nous dirige, en quelque sorte. Donc, c'est Bien pour sûr. ça que c'est super intéressant quand on sent que ça bloque, de travailler avec lui parce que c'est avec lui qu'on va mettre en place quelque chose de plus satisfaisant. Et ce qui est primordial pour moi quand je travaille, et c'est pour ça que je suis en conversationnel avec la personne, c'est que du coup, on est en collaboration, on est en Ouais, binôme, et la personne sait que ce qu'elle met en place, c'est aussi grâce à elle. bien sûr. C'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui interviens comme dans des accompagnements où on peut être davantage dans la passivité. Et comme la personne est actrice de ce qui se passe, eh bien, ça vient agir positivement sur les piliers de l'estime de soi, c'est-à-dire l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et tu Et vois, c'est de là où faire ça ça rejoint ce que tu disais. ouais et de faire ça en thérapie, tu vois? Je suis en train de faire le lien avec finalement la relation avec nos enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de faire ça pour nous-mêmes, et bien, après, c'est nous qui devenons, entre guillemets, «une forme de thérapeute» ou d'accompagnante à se dire: «OK, bon là, je reçois, et puis, bah, je ne fuis plus. Je suis pas dans la fuite, je suis dans je reçois, OK, là, ça fait mal, il se passe ça, je ressens ça». Un peu comme quand on est dans cette relation thérapeutique avec un thérapeute, un psy, un accompagnant, peu importe, Ouais, mais mais enfin, après, c'est une posture qu'on peut avoir aussi dans la relation avec l'enfant et qui est hyper intéressante, soutenante, sûr. épanouissante, quoi. De toute façon, enfin, alors là, je parle pour moi, hein, mais moi, mon objectif, c'est que les personnes que j'accompagne soient autonomes après, Bien sûr. qu'elles soient alignées avec elles, présentes à elles, conscientes d'elles-mêmes, donc Mmh. de ce qui se joue. Ça ne veut pas dire qu'elles reviendront pas me voir, parce que en fait, la vie fait que il y a des choses qui émergent, alors pas tous les jours, mais voilà, on se dit, allez, ça c'est bon, c'est acté, c'est tranquille, et puis, oh, voilà. Mais c'est comme ça et c'est normal. On est des êtres de relation et tout ce qu'on vit à l'extérieur de nous, alors quand je dis à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre corps, vient nous montrer où on en est par rapport à nous-mêmes, en fait, hein. Donc, il y a des choses qui vont se révéler, donc dans la relation avec notre enfant, puisque là, et qui vont nous parler de nous, de ce qui a besoin d'être réaligné, réajusté, amélioré, enfin. Et à chaque fois, tout ce qu'on ressent ne parle que de nous. Ça parle jamais de l'autre, hein. Ça ne parle que de nous. Et quand on comprend ça, ben c'est là où on reprend notre pouvoir. Ça rejoint cet empuissancement où on est dans la maîtrise de soi et dans la maîtrise de ce qu'on veut mettre en place pour vivre ce qu'on veut vivre et devenir qui on veut devenir. Et ça, forcément, ça se transfère positivement sur nos enfants puisqu'ils en sont spectateurs. Ils nous voient agir comme ça, donc ils le modélisent. Et Et donc puis c'est forcément, ça rejoint ta thématique sur l'humanité de demain, quoi. c'est ça, c'est Nos enfants trouver modélisent ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on apprend
à être en paix avec nous-mêmes, à être dans une relation saine avec nous-mêmes, à prendre soin de nous pour prendre soin de la relation de l'autre et de ce qu'on vit, c'est ça qu'ils vont modéliser. Donc, ça va. Alors, à quel rythme? J'en sais rien, hein, voilà, je suis pas, enfin, voilà, je suis une rêveuse un peu utopiste, un petit peu comme toi aussi, mais c'est la part de colibri pour le monde de demain. Exactement et puis on voit bien que ce qui tient le monde debout ou justement qui le déséquilibre, c'est la relation entre nous, entre les êtres humains, entre les êtres Et vivants, la relation avec la planète, la relation avec notre corps, la relation avec notre voisin, la relation avec notre enfant, la relation avec soi-même et c'est pour ça que j'adore pour moi, la relation mère-enfant, c'est le lien sacré où tout commence, où tout débute et qui est prometteur aussi de l'avenir et c'est vrai que pour moi, voilà, prendre sa place, apprendre à prendre sa place dans la relation déjà avec soi et avec l'autre et donc clairement avec notre enfant puisque beaucoup de mamans me disent: «Mais oh, ce qui m'a moi, choquée ou en tout cas vraiment perturbée, c'est cette fusion, cette connexion, cette dépendance que mon bébé a avec moi» et oui, c'est vrai que, bah, en fait, et pour le coup ça c'est, un truc, perso, moi j'ai beaucoup fui en fait, toute la souffrance que je pouvais vivre quand j'étais enfant et tout ça, j'ai beaucoup fui dans ma tête, dans mes rêves, dans mes études dans mes projections, d'un avenir meilleur, mais en occultant, en fait, la douleur et là, la maternité, comme je voulais que, mon fils, en tout cas, je voulais faire le maximum que c'est possible pour moi pour, lui offrir un environnement le plus sain, le plus fonctionnel possible, bon, sans être dans l'utopie, là, pour le coup, je me rendais bien compte d'où j'arrivais, mais dans ce vœu-là, waouh! Là, bah, la vie, m'a mis face à tout ce que j'ai mis sous le tapis, donc ça a tout soulevé. Tout est ressorti et c'est là où c'est compliqué parce que je me dis: «Oh!» moi je me suis excusée, auprès de mon fils qui avait quelques mois, je m'excusais d'être qui j'étais. Parce que je me rendais compte, tu vois, de toute cette ampleur-là, de cette souffrance, de ce gouffre, du fait qu'en même temps j'avais quand même cette joie d'être en vie qui m'a toujours maintenue et sortie de là où j'étais et cet optimisme et là, je me dis: «Non, mais là, ça va être compliqué» et voilà et après, il y a quelque temps, je l'ai remercié, en fait, pour ça, de m'avoir choisi pour qui j'étais. Parce que, bah, tous ces dossiers-là, toutes ces archives sombres, bah, on les a remis, on les a passés en revue, lui et moi aussi, finalement, parce que moi, j'adore m'inspirer de ce qui émerge de la relation mère-enfant. Je parle du lien alchimique aussi, hein, c'est vraiment, et on peut pas fuir, enfin on peut pas, si on peut fuir et il y a des femmes qui fuient par différents moyens et ça me rend profondément triste aussi du coup. Mais en tout cas, voilà, si on fait ce choix-là et ben, ouais, c'est un sacré engagement, une sacrée responsabilité aussi et un sacré, parcours à la fois du combattant, mais d'une humanité et de l'amour incroyable, quoi. Ah, le tien, il est là aussi, le mien, il est passé tout à l'heure derrière. On est accompagné par nos toutous. Donc c'est juste merveilleux et peut-être pour terminer, est-ce que, voilà, tu aurais quelque chose à dire? Alors, les conseils, moi, je suis pas forcément dans le conseil, mais un conseil, un mantra, une phrase, une vision, quelque chose à partager aux mamans, justement, tu vois, qui seraient dans ce questionnement-là, qui sentiraient qu'il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre, mais sans savoir pourquoi, ou une forme de malaise, mal-être et qui auraient envie justement de mettre de la lumière là-dessus? euh, ce Mmh. qui me vient là et ce que j'ai l'élan de dire là maintenant, c'est vous avez le droit de prendre soin de vous avant de prendre soin de votre enfant parce que c'est par vous que tout commence en fait. Donc c'est juste ça, c'est cette autorisation. Vous avez le droit de revenir à vous parce que c'est ça qui permettra la transformation positive de toute la suite. Exactement, trop beau. Trop, trop beau. Puis c'est tellement essentiel et c'est tellement ça. Et de revenir à soi permet de faire sauter justement les conditionnements, les choses lourdes, les blessures, les mémoires qui ne nous appartiennent pas. Et il y a qu'en prenant le temps, finalement, comme tu dis, de revenir à soi, de s'autoriser, de faire de nous notre priorité, où on peut voir, voilà, vraiment plus clairement ce qui se passe et donc de se libérer. Et comme tu l'as dit si justement au début, de libérer nos enfants, mais aussi notre lignée ascendante et Mais bien descendante. sûr, oui, 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 bien sûr. Non, c'est Et que c'est jamais trop tard. En plus, c'est ça aussi qui il était est jamais. important que tu as dit au début. C'est ça qui est Ah, beau. mais bien sûr, il est toujours temps d'agir et de prendre soin de soi. Et moi, j'adore quand j'ai des mamies qui viennent me voir, quoi, tu Oui! vois. C'est beau. C'est Ouais.
Non, c'est vraiment chouette. Il est toujours temps de prendre soin de soi. Et puis on peut le voir comme un legs pour l'humanité. Parce que, Ah voilà, mais ce qu'on tu clairement! vois, si on élargit et puis que oui, après on va jusqu'au au J4 du sommet, mais c'est un legs pour l'humanité. Eh, Quand, on se libère, quand on guérit, il y a des enfin moi je voilà, j'imagine ça, il y a des belles ondes après, hop, qu'on envoie, tout autour de nous, de soi. en fait, voilà, toi, tu es focus sur la relation mère-enfant. Moi, je suis davantage focus sur la relation à soi. Mmh. Et alors, la relation, en fait, elle est la base de tout. La, la, euh, on est en relation à chaque instant parce que bah, on est des êtres humains, donc par définition, on est des êtres de relation. Et la relation, quelle qu'elle soit, nous montre où on en est avec nous. On est tous des miroirs les uns pour les autres, mais en fait, ce qui se passe à l'extérieur de nous et comment on vit ce qu'il y a à l'extérieur de nous est un révélateur sur nous-mêmes. C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'anime en fait, c'est d'utiliser ce qui se manifeste dans la relation. Donc c'est pour ça, hein, relation à la nourriture, relation à je ne sais quoi, aux autres, au conjoint, à l'enfant, au boulot. Enfin, la relation, elle est partout. Faut arrêter de se mentir en fait, hein. Donc, euh, la façon dont on interagit avec l'extérieur de nous ne parle que de nous. Et à partir du moment où on veut améliorer ses relations, on commence ce processus de responsabilisation dont tu parlais tout à l'heure, pas de responsable coupable, hein, c'est pas ça, de responsabilisation de posture adulte, où pour pouvoir vivre une meilleure relation avec l'extérieur, donc mettre en place des choses plus alignées avec nous-mêmes, plus congruentes à nous-mêmes, la seule solution, c'est de regarder objectivement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, ça pique. Il faut dire les choses clairement, hein. Quand on sort du déni de nous, ouf, c'est, ça pique, ça pue, enfin, tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est transformationnel. Mmh. Et c'est comme ça qu'on améliore les relations. Et donc, c'est comme ça qu'on va améliorer l'humanité de demain. Après, il y a des personnes qui sont capables de le faire et d'autres qui sont pas capables, hein. Ce sera pas pour eux, ce sera pas voilà, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est la part de colibri, quoi. Ce qui est Exactement. fait est fait. Après, on a tous notre rôle là-dedans, mais quand on prend conscience de ça, eh ben, ça permet de commencer aussi à poser un autre regard. Moi, je suis passionnée par la relation. Ah ouais, ouais, bah oui, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on connecte aujourd'hui, toutes Oui. les 2 et c'est très juste et c'est très vrai tout ce que tu dis et ce qui me passionne dans la relation, à l'enfant, c'est que, bien sûr que ça nous ramène à nous, donc j'accompagne aussi la relation à soi parce qu'il y a c'est pour ça que je suis accompagnante du féminin et de la relation mère-enfant parce qu'en fait, la relation mère-enfant vient nous ramener à nous, à ce qu'on porte, à notre vécu et après effectivement la relation avec, l'enfant qu'on a été, la relation avec nos parents, la relation tu vois? Après Ah oui. moi je viens aussi, je viens éclairer tout ça, mais c'est vrai que ça reste dans le cadre familial, relationnel, mais l'enfant pour moi c'est un accélérateur de conscience, en fait et ce qui me plaît beaucoup c'est, ben, voilà ce côté, moi, très joie de vivre, connecté et justement dans l'enfance, c'est que ça nous ramène directement droit au cœur. Mais vraiment tout de suite, en fait, tout de suite, tout de suite et c'est ça que j'aime et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça aussi qui est très violent, parfois et que l'enfant intérieur blessé qui est encore en nous, waouh, parfois émerge donc on est maman, puis en même temps on a l'impression d'avoir 2 enfants, quoi. Un enfant, nouveau-né dans la chair et puis, le nôtre en nous qui se réveille et là on se dit: «Attends, je suis devenue maman et puis après du coup ça fait un lien avec notre propre maman et là on se dit: «Non, je veux pas être comme ça, je veux pas faire ci, mais attends en même temps» et là c'est là où il y a un capharnaüm énorme justement, mais que j'adore parce que c'est là où il y a tellement, tellement, tellement de clés sur qui on est et après dans un 2e temps ou 3e temps ou 4e temps, de faire la relation, comme on dit au début, avec notre arbre, généalogique et c'est pour ça que j'utilise la psychogénéalogie en disant: «Attends mais donc OK, là j'ai fait la cellule vraiment proche, la systémie proche, mais finalement, je suis reliée Ah bah à oui. d'autres et là, on se dit: «Waouh! Alors attends, en fait, finalement, mon histoire» et puis on se rend compte que dans l'humanité avec un grand H, notre histoire d'humain fait partie de la grande histoire et qu'il y en a d'autres qui ont traversé
des histoires similaires et tu vois, c'est là où on s'ouvre et j'adore partir de l'atome et puis le voir après tout autour et c'est là où après on se C'est ça. reconnecte et moi, ça va jusqu'à la relation avec le vivant, la nature, parce que pour moi, cette reconnexion-là à l'écologie extérieure, hem à la terre-mère aussi, à la planète, à cette conscience écologique, m'a permise, moi, après voilà, chacun a ses croyances, mais je me suis dit: «Waouh, c'est vrai que la planète, quand à partir du moment où je l'ai considérée un peu comme une terre nourricière, donc une forme de figure maternelle», Mmh. ça m'a tellement rassurée parce que je me suis dit: «Bah, moi, vu que je suis défaillante de toute façon et je le serai, donc je vais faire au Bah, mieux, mais oui, je suis défaillante et ben, mon fils, il va pouvoir trouver des ressources OK en moi mais si je le tourne lui aussi vers l'extérieur, vers le vivant, les cycles, la nature et ben, il va trouver aussi une mère nourricière symbolique, mais bien sûr. et il va pas se sentir perdu, tu vois, ou seul au monde, sans moi. Bien sûr, on est bien d'accord, il y a le lien d'attachement, il y a tout un tas de choses. Mais tu vois, cette conscience que moi je n'avais pas. Moi, alors j'ai un lien d'attachement insécure et anxieux, donc pour moi, il y avait que ma mère. C'était ma mère, la figure d'attachement, mon repère, mon pilier et en même temps, ça a été tout l'inverse. Mais j'avais qu'elle. Donc ça a été extrêmement difficile. Donc pour moi, dans ma propre maternité, de me reconnecter, à ça, au fait qu'il y a aussi un extérieur qui peut me soutenir, me porter, me nourrir, ça a été très, très bénéfique en tout cas, Ouais. tu vois, symboliquement parlant et j'ai aimé le transmettre à mon fils aujourd'hui et de continuer chaque jour. Donc vraiment ça a remis voilà, ouais, ouais, comme tu disais, hein, la relation, à plein de choses et on se remet au Oui, centre. Oh, et quel mais c'est bonheur en fait. déjà, on sera toujours notre centre Ouais, et on ne peut être que notre centre. Rien d'autre et personne d'autre bah oui. ne peut être notre centre. Donc cette C'est vrai. connexion à nous, en tant qu'individu, elle est fondamentale pour, et le respect de l'individu, unique et entier, complet, hein, parce qu'il faut arrêter, ces conneries. On est des êtres entiers et complets. Ben, c'est ce qui permet, de créer des relations saines Exactement. avec d'autres, êtres, uniques, entiers, complets, qui ont cette conscience-là, parce que ceux qui l'ont pas, on peut pas. Non, exactement. Ce sera peut-être dans une prochaine vie pour eux. Oui, Eh ben, merci infiniment Odile, c'était vraiment passionnant. merci à Merci toi. pour tous ces sujets, qu'on a abordés, tous ces liens. Je trouve que ça fait tellement de bien aussi de se dire qu'il existe autre chose peut-être que là où on en est aujourd'hui, que si on est en train de je pense aux mamans qui nous regardent, qui se retrouvent peut-être dans des situations, des blocages, tu vois? Ou des une sorte d'être un peu désespéré, de se dire: «Mais mince, j'ai» d'avoir l'impression d'avoir tout essayé et finalement ça marche pas et ben non, de là, d'ouvrir encore la voie, des portes, des sphères, autres et différentes. Donc, merci infiniment, merci d'avoir Avec partagé, ton avec expertise et ta vie plaisir. un peu de maman. Ouais. Avec plaisir et si tu me permets, je voudrais juste Oui, rebondir sur ce que tu viens de dire. Parfois, ça fonctionne pas parce que, hem, on n'a pas pris conscience d'un truc, de juste un truc. C'est pas que c'est pas le bon moment, c'est pas qu'on n'est pas prête, c'est pas que, les planètes sont pas alignées et cetera. C'est que de là où on en est, la conscience n'est que partiellement dévoilée et que, ce qu'on est à cet instant-là, il ne permet pas encore. Et en fait, c'est pas que j'ai tout essayé, il y a rien qui a fonctionné, c'est faux. Ça permet des choses, mais que, chaque chose qu'on met en place, ça nous permet de monter une marche de l'escalier et que, chaque chose qu'on met en place, chaque accompagnement, action, peu importe, nous permet de devenir de plus en plus la personne qui va être capable de regarder, ce qui est pas beau, ce qui pue, ce qui pique, voilà. Donc en fait, tout ça, ce sont des étapes préparatoires et quand on les voit comme ça, alors oui, je suis parfaitement d'accord, parfois, vécu de l'intérieur, c'est long, on a envie que ça bouge, que ce soit efficace, mais on prépare le terrain en fait, on fait des fondations saines et ça c'est important de le regarder aussi comme ça. C'est pas que ça fonctionne pas,
En tout cas, c'est pas parce qu'il ne se passe pas ce truc magique, voilà, qu'on voudrait qu'il se passe, qu'il ne se passe rien. On se prépare à être la personne capable de cette transformation. Ouais, c'est très, très juste. Merci beaucoup pour cette précision, Merci. très Merci à précieuse. toi aussi. Bah, écoute, merci beaucoup et puis merci à vous qui nous avez, regardés et je mettrai bien évidemment tes liens, sous la vidéo, en replay puisque Odile, vous allez la découvrir en replay pour ce J2 et que voilà, si les mamans qui nous suivent ont envie de te contacter et bien qu'elles le fassent. Avec grand plaisir. Ouais, je me ferai un plaisir de vous accompagner là où vous voulez aller, en tout cas à l'instant où on sera ensemble. Merci Odile, très belle journée à toi. Merci à toi aussi. Ciao.